Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième partie. C'est Territoire Sénat, l'actualité parlementaire sénatoriale, avec tout de suite les titres de cette actualité. Saveria. Bonjour à tous. Le sommet social à Matignon après un début de quinquennat marqué par une défiance envers les corps intermédiaires. L'exécutif change de méthode. Hier, syndicats, patronat et élus ont été reçus à Matignon. Une mobilisation nationale et territoriale pour répondre aux promesses d'Emmanuel Macron. Dernière ligne droite pour les élections européennes et pour la première fois, un sondage place le Rassemblement national en tête des intentions de vote. La droite, portée par François-Xavier Bellamy, poursuit sa progression. La gauche, elle, s'effondre. La liste socialiste, portée par Raphaël Glucksmann, pourrait passer sous la barre symbolique des 5%. C'est aujourd'hui que Christophe Castaner va devoir s'expliquer alors que la gauche demande toujours l'audition du ministre de l'Intérieur sur ses propos après les événements du 1er mai à la Pitié-Salpêtrière. Le ministre va répondre aux questions des sénateurs lors de la séance de questions d'actualité. C'est à suivre sur notre antenne dès 16h45. Le sommet social à Matignon, après un début de quinquennat marqué par une défiance envers les corps intermédiaires, l'exécutif change de méthode. Hier, syndicats, patronat et élus ont été reçus à Matignon, une mobilisation nationale et territoriale pour répondre aux promesses d'Emmanuel Macron. Explication Adrien Develay. Un début de discussion visiblement encourageant. Lors de la réunion, le Premier ministre Édouard Philippe a présenté aux élus et aux partenaires sociaux la méthode de travail pour les prochains mois. Un exercice collectif essentiel. Il s'agit d'apporter par la mobilisation de tous des solutions concrètes et territorialisées aux questions que se posent nos concitoyens et un certain nombre de problèmes concrets qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. À la sortie de la réunion, les participants semblaient satisfaits de renouer le dialogue avec le gouvernement. Ça sert d'abord parce que ça permet de se retrouver après le grand débat et puis ensuite nous sommes des partenaires traditionnels. Nous on a pensé que c'était un changement de méthode, à la fois un changement de méthode de la part du gouvernement qui prêt à concerter avec les partenaires sociaux, mais aussi un changement de méthode sur ce qu'on a fait depuis 30 ans. Là, ce que nous a proposé le Premier ministre, c'est des questions concrètes. Aucune décision n'a pour l'instant été prise sur les chantiers de l'emploi, de la formation et de la transition écologique. Les syndicats resteront donc attentifs aux faits et gestes du gouvernement. La porte est entrouverte, il faut mettre le pied dans la porte pour essayer de pousser nos idées. C'est ce que va faire la CFDT. Cette méthode, c'est en 2 temps, des mesures, une mobilisation très concrète sur des questions emploi, transition écologique et une vision plus moyen-long terme sur le pacte productif. Grande absente de la réunion, la CGT a estimé que cette mobilisation ne répondait pas aux attentes des travailleurs. D'autres sessions de travail collectif sont prévues d'ici l'été. La conclusion de cette grande concertation est prévue pour le mois de septembre. Voilà, on poursuit l'actualité sénatoriale. On fait le face-à-face maintenant, rubrique habituelle. À tout de suite. Face à face, bonjour, avec Jérôme Bacher, sénateur LR de l'Oise. Merci d'être présent sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Jérôme Bacher. La conférence organisée hier, la conférence sociale organisée hier à Matignon, c'est le retour des corps intermédiaires. On a beaucoup reproché justement à Emmanuel Macron, chef de l'État, de se couper de ces corps intermédiaires. J'imagine que vous saluez ce changement de méthode. Alors, a priori, oui. Je dis bien a priori parce qu'il faut se souvenir de ce qui s'est passé il y a exactement 1 an. Il y a exactement 1 an, les partenaires sociaux ont conclu un accord sur l'assurance chômage. Quelques mois après, le gouvernement a dit « Finalement, cet accord ne me va pas, je vous demande de retravailler avec telle et telle condition. » Et puis après, on les rappelle à nouveau en leur disant « De toute façon, ce que vous avez décidé n'ira pas, nous allons choisir tout seul. » C'est un peu le gribouillage complet. On ne sait jamais s'il y a des paroles et des actes ou des paroles et des actes contraires. C'est bien dommage. Changement de méthode également, on l'a vu hier, Emmanuel Macron qui est intervenu, c'est une surprise pour répondre et faire des annonces en matière de biodiversité avec bien sûr la publication de ce rapport alarmant. On ne s'attendait pas à cette intervention directe du chef de l'État, notamment sur ce sujet. C'est bien sûr parce qu'il y a urgence. Il y a urgence, mais c'est surtout des séances de rattrapage en ce moment, entre la conférence sociale avec tous les partenaires qui aurait dû avoir lieu il y a 1 an ou 2 ans, entre ces annonces sur l'écologie qui auraient dû avoir lieu dans la sortie du grand débat, mais c'était un oubli, alors il vient rattraper, et du coup il percute toutes ces annonces. Les annonces entre la conférence sociale et l'écologie se percutent. Et par ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les spécialistes, il a repris des choses qui sont déjà
déjà en cours. Et puis après, c'est toujours pareil. Les annonces, c'est 2025, quand il ne sera plus là, ou alors quand il n'aura plus rien à attendre. Vous ne pouvez pas nier néanmoins qu'il y a eu beaucoup de choses annoncées hier, une série d'actions pour protéger la biodiversité, la lutte contre le gaspillage alimentaire, voilà, tout ça. Oui, c'est très bien. La loi biodiversité était effectivement au Parlement il y a 2 semaines, et nous avons les annonces après. Autre annonce toujours ce matin, alors cette fois-ci selon RTL, Emmanuel Macron pourrait convoquer les parlementaires à Versailles le 8 juillet. Un discours aux parlementaires comme il l'a déjà donné 2 fois depuis le début du quinquennat. C'est un exercice, une démarche qui est plutôt utile à votre sens ? Eh bien écoutez, moi j'ai bien fait attention aux deux éditions précédentes. Et les 2 éditions précédentes, eh bien entre le discours et ce qui a été mis en place derrière, il y a eu comme un hiatus pour utiliser un euphémisme. Vous en attendez quoi dans ce contexte particulièrement difficile, délicat après On verra la crise des Gilets jaunes ? où La République en marche en est après les européennes. On verra s'il y a besoin de mobiliser, quel est le projet collectif, quelle est la confiance qu'il accorde au Parlement. Est-ce qu'il va encore nous faire une lettre en disant qu'il veut réduire le Sénat à ceci, faire autre chose du Conseil économique et social ? À chaque fois, les institutions de la République sont remises en cause par le président de la République sans qu'il n'y ait derrière de conclusions réelles et sérieuses. Autre sujet, les questions budgétaires. Le groupe centriste du Sénat a organisé hier un grand colloque sur la fiscalité. La fiscalité peut-elle être juste ? Je vous propose d'écouter, avant de réagir bien sûr, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. La fiscalité, elle n'est pas simplement faite pour corriger des inégalités, elle est aussi là pour faire fonctionner les services publics, elle est aussi là pour aider les entreprises à créer de la richesse, et elle est sans doute là pour être la plus lisible possible. Donc je suis venu un peu défendre la politique du gouvernement, mais aussi dire avec objectivité que les questions de la fiscalité, de la justice et donc de son acceptabilité, c'est la condition d'être citoyen. S'il n'y a plus d'impôts, il n'y a plus de citoyenneté, parce que ce sera la loi de la jungle où chacun simplement regardera sa propre richesse et on ne pourra pas corriger les inégalités de naissance. Donc c'est un point très important et je suis très heureux d'avoir peut-être contribué un petit peu à réfléchir collectivement. Jérôme Bascher, une réaction aux propos de Gérald Darmanin sur la fiscalité. Il appelle à une lisibilité de cette fiscalité. C'est certain qu'au début de ce quinquennat, nous avons vu des cadeaux, excusez-moi l'expression, mais faits pour 1% simplement des Français. Et donc ça a forcément interrogé pourquoi 1% des Français. Alors il y a de bonnes raisons, des raisons de compétitivité, d'attractivité, on pouvait le dire, on pouvait l'assumer, mais ce qui n'était pas acceptable, c'est de faire un effort tout de suite, je dis un effort budgétaire pour les 1%, et de dire par exemple sur la taxe d'habitation, cela prendra le quinquennat. Donc il y a eu un décalage sur la justice fiscale, pardon. C'était un très bon colloque organisé par Vincent Delahaye, mon collègue de la Commission des Finances. C'était un très bon sujet, car aujourd'hui, on voit bien, il y a un ras-le-bol d'impôts, mais c'est normal. Nous sommes le pays dans le monde qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire. Toujours sur ces questions de fiscalité, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, se dit prêt à lancer une concertation sur les niches fiscales des entreprises, parce qu'il faut bien trouver de l'argent pour financer toutes les mesures annoncées par le gouvernement. Laurent Wauquiez, le patron de votre parti, le patron des Républicains, dit qu'il ne faut pas y toucher. Est-ce qu'il a raison ? C'est-à-dire tout le monde est pris dans une contradiction. Le président de la République a dit qu'il faut faire 5 milliards de baisse d'impôts pour l'impôt sur le revenu financé par les niches fiscales des entreprises. Pour essayer d'être cohérent, on dit on donne de l'argent aux Français, donc faut le prendre ailleurs, prenons-le aux entreprises. Et puis après, on regarde ce que sont les niches fiscales des entreprises. La plus importante, c'est le crédit d'impôt recherche, c'est les allègements de charges. Et là, on dit tout de suite, il ne faut pas y toucher. Donc derrière, qu'est-ce qui reste ? Soyons très clairs, que des taux de TVA réduits. Alors après, on va nous dire, sur l'écologie, ça contredit le président de la République. Sur la restauration, c'est peut-être un sujet de pouvoir d'achat. Donc, sur le logement, le bâtiment, il va déjà très mal. Finalement, tout le monde est dans des contradictions. On est en impasse parce qu'on n'a pas touché au sujet fondamental qu'il fallait commencer dès le début, qui est la baisse de la dépense publique. Dernier sujet que nous allons évoquer ensemble, les élections européennes et dernière ligne droite, bien sûr, pour ces élections européennes. Pour la première fois, un sondage place le Rassemblement national en tête des intentions de vote. La droite, portée par François-Xavier Bellamy, poursuit sa progression. La gauche, elle s'effondre. La liste socialiste et Place publique, portée par Raphaël Glucksmann, pourrait passer sous la barre symbolique des 5%. Michael Spitzberg. À 20 jours du scrutin européen, alors que la campagne démarre seulement, le mano à mano continue entre le parti présidentiel, La République en marche et le Rassemblement national. Et cette fois, c'est le parti présidé par Marine Le Pen qui vire en tête dans un sondage. Avec 22% des intentions de vote, il devance ainsi la liste emmenée par Nathalie Loiseau, créditée de 21,5%.
Nathalie Loiseau, dont l'un des arguments de campagne est justement d'arriver devant le Rassemblement national. J'ai toujours dit que je souhaitais battre le Rassemblement national. Ça fait 5 ans que le Rassemblement national, ou le Front national à l'époque, était le premier parti de France au Parlement européen. C'est 5 ans de perdu. Pendant 5 ans, il y a eu 24 personnes, 19 mises en examen, qui n'ont rien apporté, qui ont été contre tout le temps. Contre la lutte contre la désindustrialisation, contre la lutte contre le terrorisme, contre le renforcement des frontières. Écoutez, qu'est-ce que la France est devenue pendant ces 5 ans-là ? Rien. À droite, les Républicains et leur tête de liste, François-Xavier Bellamy, restent en 3e position, mais stagnent à 13,5%. Mais la plus grosse sensation vient de la gauche. Unie, elle serait en tête des intentions de vote, mais en ordre dispersé. Le leadership se dispute entre les écologistes et la France insoumise. Avec 4,5% des intentions de vote, le Parti socialiste, qui a remis son destin entre les mains de Raphaël Glucksmann et son mouvement Place Publique, risque lui tout simplement de disparaître du futur Parlement européen. Une fatalité à laquelle ne croit pas sa tête de liste. Moi, je suis convaincu, je veux dire, nous sommes tous convaincus qu'on sera la surprise de ces élections, la surprise de cette élection, eh bien, il y a encore en France mais des millions d'électrices et d'électeurs qui veulent une alternative de gauche crédible à Emmanuel Macron et aux nationalistes. Reste le principal parti, l'abstention. À l'heure actuelle, seuls 40% des sondés sont certains d'aller voter le 26 mai prochain. Jérôme Bascher, comment vous réagissez quand vous voyez tout le gouvernement faire campagne, comme on le voit ces derniers temps, pour Nathalie Loiseau, alors que visiblement, eh bien, cette candidature ne séduit pas? Et pourquoi cette candidature ne séduit pas? Vous savez, c'est peut-être ça la grande annonce finalement d'hier sur l'écologie. Il faut sauver l'oiseau. C'est vraiment ça le sujet de La République En Marche aujourd'hui. Quand vous voyez que M. Guérini, le patron du parti, dit on attend Emmanuel Macron comme un sauveur pour sauver notre campagne, il y a donc quelque chose qui ne va pas, mais c'est normal. En même temps, sur l'Europe, ça ne marche pas comme ça ne marche pas aujourd'hui sur le gouvernement. Ça ne marche pas. On ne peut pas avoir M. Canfin d'un côté et de l'autre côté Mme Loiseau. Ça ne fonctionne pas. C'est totalement inverse. Ils n'iront pas siéger dans le même parti au Parlement européen. Ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de ligne directrice. Personne ne peut comprendre ce qu'ils veulent réellement. C'est bien ça le problème d'ailleurs. Alors côté républicain, on est à 14-15% dans les sondages. Les républicains célèbrent bien sûr déjà un sursaut. Qu'est-ce qu'il manque pour passer justement de 15 à 20%? 20%, c'est ce qu'avait fait François Fillon lors de la dernière élection présidentielle. Alors d'une part, vous avez plus de listes, quand même 33 listes aujourd'hui, donc la dispersion est forcément un peu plus grande. Et puis les eurosceptiques qui existent dans la droite classique, ils vont forcément un peu plus vers Debout la France, etc., ou sur des micro-partis. Ce qui manque aujourd'hui, c'est d'avoir reconstitué une base solide et d'avoir crédibilisé notre alternative. Aujourd'hui, les gens se disent, est-ce que les Républicains restent une alternative? Je crois que ceux qui sont, le cœur de notre électorat, eux, sortent enthousiastes des meetings et on est en train de mobiliser. Maintenant, il faut aller au-delà, il faut que la dynamique s'enclenche au-delà et rassembler au-delà. Aujourd'hui, on est sur notre cœur de métier. Vous voulez dire que Laurent Wauquiez et François-Xavier Bellamy ne sont pas cette alternative auquel les électeurs de droite ne Il faut encore crédibiliser l'affaire. Vous savez, nous étions vraiment dans un triste état. Alors, il y a eu des poches de résistance assez importantes, comme au Sénat, qui ont montré qu'on pouvait avoir une parole crédible à droite. Eh bien, il faut aller maintenant au-delà et convaincre plus tous nos concitoyens et pas uniquement notre cœur d'électorat. Convaincre, très bien, mais en deçà des 20% de François Fillon à la présidentielle, alors que François Fillon était vraiment en pleine bérésina, est-ce que vous pourrez parler d'un succès au lendemain du 26 mai ? Non, de toute façon, je ne crois pas qu'on aura un succès, mais on peut avoir une dynamique, on peut être sur le bon chemin. Le succès, certainement pas. Je ne crois pas que nous arriverons à battre les 2 premières listes, mais la dynamique est là, elle est intéressante, et les gens veulent enfin entendre des valeurs de droite et des valeurs assumées. Je crois qu'elles le sont parfaitement aujourd'hui. Une toute dernière question, parce que c'est aussi l'actualité du Sénat aujourd'hui. On attend beaucoup les mots, le discours de Christophe Castaner, les réponses du ministre de l'Intérieur lors des questions d'actualité. La gauche qui demande toujours l'audition du ministre. Après ses propos tenus lors des événements à la Pitié-Salpêtrière le 1er mai. Le ministre doit s'expliquer. Est-ce qu'il doit être auditionné? Quelle est votre position là-dessus? Il doit faire un mea culpa, comme Gérald Darmanin l'avait fait suite à son tweet cet hiver, qui avait suspendu les travaux du Sénat. J'étais intervenu, je lui avais moi-même posé une question d'actualité au gouvernement sur ce sujet.
Il faut arrêter de tweeter à tort et à travers. Oui, mais là, c'est pas la même chose. On parle de propos d'un ministre sur des événements. Mais Gérald Darmanin avait fait la même chose en critiquant une position du Sénat alors qu'il devait y être et il n'y était pas. Là, c'est la même chose. Il n'est pas sur les événements, il ne suit pas, il commence par tweeter, il dit des bêtises. Eh bien, quand on dit des bêtises, on commence par s'excuser. Mais ce qu'on voudrait d'abord de M. Castaner, c'est qu'il rétablisse l'ordre en France. Et c'est cela qu'attendent nos compatriotes. On attend un ministre de l'Intérieur qu'il rétablisse l'ordre. Merci. Jérôme Bascher, Emmanuel Macron a annoncé une série d'actions pour une terre habitable. Vous êtes sénateur de l'Oise. Un amendement a fait polémique pour les défenseurs de l'environnement. Faire passer l'entrave à la chasse comme un délit. Oui. Gêner la chasse pourrait devenir un véritable délit. Alors, au moment où on parle de la disparition de la biodiversité un peu partout, le G7 de l'environnement est à Metz, vous le savez. Ces problématiques inquiètent la planète. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a complaisance de la loi à l'égard de la chasse et des chasseurs ? Je ne suis pas chasseur, je tiens à le rappeler très clairement, et je n'ai pas de chasseur dans ma famille. Donc au moins, on ne pourra pas m'accuser d'un petit périmètre. Non. Mais vous êtes dans un département où on chasse. Je suis dans un département où de tradition de chasse. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les dégâts de gibier sont extrêmement importants. Vous savez combien on a beaucoup trop, comme on dit, de cochons quand on est chasseur. On appelle ça des cochons, on appelle ça des sangliers chez moi. Mais il y a trop de sangliers. Vous allez, par exemple, dans le département de l'Eure, les hardes. Aujourd'hui, c'est une centaine de grandes pattes, une centaine de cerfs et de biches. C'est absolument catastrophique. Ça se développe. Donc, de toute façon, il y aura de l'abattage. Et par ailleurs, je pense que les meilleurs amis des animaux et de la biodiversité, ce sont les chasseurs, parce qu'eux savent que la chaîne alimentaire, pour le dire très simplement, ça passe par la biodiversité. Et donc, pour eux, pouvoir chasser à la fin, il faut donc bien qu'il y ait toute la biodiversité. Non. Les chasseurs, on a aussi durci. Et on l'a voté, et je l'ai voté aussi, les sanctions contre les chasseurs qui sont imprudents et qui commettent de graves accidents. Merci Jérôme Bascher, sénateur beaucoup. LR de l'Oise. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat à Saveria. Alors dès 9h, en commission de la culture, il faudra suivre une audition, celle du ministre de la Culture, Franck Riester. Audition sur le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse. Objectif de cette loi, assurer la pérennité de la distribution dans un contexte d'évolution importante du marché. Et puis autre objectif, ouvrir le secteur à de nouveaux acteurs à partir de 2023. Autre temps fort en séance à 14h30, examen d'une proposition de résolution sur la PAC, la réforme de la politique agricole commune. Le texte comporte plusieurs recommandations du Sénat, notamment autour des moyens budgétaires nécessaires pour garantir l'avenir de la PAC. Dans ce texte, les sénateurs s'inquiètent notamment de voir le budget de la PAC rétrécir de 15% après 2021. Et puis, en fin d'année, temps fort, je viens d'en parler, à 16h45, la séance de questions d'actualité au gouvernement. Plusieurs questions devraient être posées à Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, sous le feu des critiques après ses propos polémiques sur les événements du 1er mai à la Pitié-Salpêtrière. Voilà, merci Saveria. Rubrique habituelle maintenant, éclairage avec l'œil de dans un instant. À tout de suite. Bonjour Samuel Le Goff, installez-vous, bonjour. Merci d'être là, vous êtes journaliste à Contexte. Merci pour votre éclairage d'avance ce matin. Bonjour Samuel Le Goff, on vient de parler avec vous sur le cas Castaner. Il devrait beaucoup en être question tout à l'heure lors de la séance de questions d'actualité. La gauche, les socialistes demandent toujours son audition devant la commission des lois. Les communistes demandent la mise en place d'une commission d'enquête après que le ministre ait donc parlé d'attaque sur les événements du 1er mai à la Pitié-Salpêtrière. Que va-t-il se passer aujourd'hui ? On aura certainement une séance de questions animée, puisque effectivement c'est le rôle de cette séance de questions que de mettre le gouvernement sur le grill, sur les sujets où il est mal à l'aise. Donc on peut s'attendre à ce que tous les groupes commencent leur première question par une question sur ces événements, sur la réaction du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur. Enfin, tout le monde, je pense, aura le droit à un tour de parole. Et c'est là que le droit de réplique qui existe au Sénat à la réponse du ministre peut se révéler intéressant. Oui, parce que le droit de réplique permet au sénateur qui a posé la question de répondre après la réponse du ministre, c'est ça ? Voilà, donc ça va animer les débats, je pense. Alors en revanche, la gauche demande, pour que les choses soient très claires, effectivement l'audition de Christophe Castaner devant la commission des lois. Visiblement, cette possibilité est en train de s'éloigner. Pourquoi Philippe Bas, le président de la commission des lois, semble plutôt réticent à convoquer le ministre ? Il a sans doute ses raisons et il s'en expliquera lui-même, mais on sort quand même d'une séquence où le Sénat était dans une confrontation dure avec le gouvernement sur l'affaire Benalla.
La décision du bureau de transmettre au parquet les noms des collaborateurs du président a quand même provoqué une mini-crise politique. Peut-être que le président du Sénat se dit que c'est peut-être pas le moment d'en rajouter et d'aller à la confrontation, en sachant quand même que l'événement en soi est polémique, mais ce n'est pas non plus du niveau de l'affaire Benalla. Donc il faut aussi réserver la gradation des moyens de contrôle en fonction du degré d'importance de l'affaire. Alors ce que dit en tout cas en ce moment Philippe Bas sur cette question, trop d'auditions tue l'audition effectivement. Donc il y a à la fois également une volonté d'apaisement et une volonté aussi de sérieux. On ne convoque pas tous les ministres, tout le gouvernement sur tout et n'importe quel sujet. Disons qu'on ne peut pas convoquer tous les ministres dès qu'ils dérapent dans les médias, dès qu'ils ont une communication un peu hasardeuse, parce que sinon la commission des lois et les autres commissions parlementaires ne feraient presque plus que ça s'ils vont chercher la petite bête à chaque fois. Donc Philippe Bas préfère réserver ces auditions un peu solennelles à des cas où il y a quelque chose à creuser, à gratter. Là déjà, on aura lors de la séance de questions de cet après-midi un peu un avant-goût de la manière dont le gouvernement répond à cette polémique. Et quant à la demande de commission d'enquête, demande du groupe communiste, ça n'a aucune chance d'aboutir? Disons que chaque groupe n'ayant qu'une commission d'enquête par session, les communistes ont déjà utilisé la leur, donc là ils font de la politique, c'est-à-dire qu'ils sont dans la surenchère, mais à la limite c'est leur rôle. Chacun joue sa partition. Politiquement, aucun groupe n'appuie cette demande, excepté les communistes. À partir du moment où c'est la majorité du Sénat qui décide de la création, à partir du moment où les droits de tirage de chaque groupe sont épuisés, c'est Gérard Larcher, Philippe Bas et Bruno Retailleau qui tiennent la décision, et visiblement ils n'ont pas la volonté d'aller aussi loin que les communistes. Très bien, merci beaucoup Samuel Le Goff. Merci Samuel Le Goff, je rappelle, vous êtes journaliste à Contexte. Merci de votre présence sur ce plateau ce matin. On passe tout de suite aux revues des unes de la presse quotidienne régionale dans un instant. À tout de suite. Et on revient dans cette revue des unes, bien sûr, sur la biodiversité qui est menacée. C'est l'alerte qui est enfin écoutée. C'est un de ces chiffres que l'on n'oublie pas. Environ 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Emmanuel Macron a annoncé hier, après le rapport alarmant des experts de l'ONU sur la biodiversité, une série d'actions dont la lutte contre le gaspillage alimentaire, la production de déchets et le plastique, ainsi et bien qu'un changement profond des modes de production. Ce qui est en jeu, c'est la possibilité même d'avoir une terre habitable, a déclaré le chef de l'État Emmanuel Macron, qui a annoncé une extension des aires maritimes et terrestres protégées pour lutter contre l'artificialisation des sols. Vous le savez, il gèle, il faut donc protéger la vigne. C'est à la une de l'Alsace, un des journaux du groupe EBRA ce matin. Des bottes de paille en feu pour sauver les vignes. Depuis plusieurs jours, la France a froid et les viticulteurs craignent pour leur vigne. Le gel menace notamment en Alsace, où on allume des bottes de paille pour protéger justement les cultures. La fumée doit maintenir la chaleur au sol et protéger les bourgeons des premiers rayons du soleil. Mais ce n'est pas le gel lui-même qui peut détruire les raisins, c'est l'effet loupe qu'il provoque sur les baies au lever du jour quand apparaissent les premiers rayons du soleil. Et puis, je signale le MMA, une nuit formidable au casino de Basel le 18 mai. Le MMA, c'est sport de combat. Voilà, qui sont intéressants. Donc, c'est à la une de l'Alsace aussi. Absolument. Si, ça veut rien. Le Télégramme, c'est jusqu'où? C'est le prix des carburants ce matin. Les prix des carburants flambent à nouveau depuis le début de l'année. Les prix des carburants tutoient à nouveau les sommets. Pourquoi cette nouvelle flambée? La faute au prix du pétrole. Depuis le début de l'année, un contexte géopolitique tendu, un euro faible face au dollar, ont largement renchéri les cours du baril de brut. Les automobilistes demandent au gouvernement d'intervenir en baissant les niveaux de taxes. Et puis on passe à la dépêche. C'est le vrai bilan d'Emmanuel Macron que décrit le grand journal d'Occitanie aujourd'hui. Emmanuel Macron fête aujourd'hui ses 2 ans à l'Élysée, 2 années tumultueuses, marquées notamment par le mouvement bien sûr des Gilets jaunes. À ce stade, les Français sont mitigés. Si certains le critiquent pour ces réformes, d'autres attendent de voir la suite. Emmanuel Macron a-t-il changé durant ces 2 ans? Que retenir de son bilan à mi-parcours? Comment le président compte relancer le quinquennat? C'est-à-dire donc dans la dépêche du midi. Merci Saveria, au revoir et à demain. À demain, à jeudi. À jeudi. À jeudi. Parce que demain est absolument. un jour férié, le 8 mai. Voilà, tout de suite, c'est la météo des territoires. Le temps qu'il fait, ça se radoucit un petit peu, mais un petit peu. On ne va pas exagérer, on regarde ça ensemble. Puis le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos, en résumé et en images. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. La météo
vous est présenté par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Ils étaient tous là, ou presque. 57 délégations pour lancer la grande mobilisation pour l'emploi. Territoire par territoire, il faut qu'on fasse de la haute couture d'une certaine façon, en tout cas du sur-mesure, pour être certain que les solutions concrètes sont bien apportées et que les changements se voient. De son côté, la CGT a décliné, estimant que les objectifs sont loin de correspondre au mécontentement et à la colère du monde du travail. Qu'est-ce qu'il a dit lors de sa conférence de presse ? Je comprends le malaise du pays, mais mes réformes sont les bonnes et on continue. Donc voilà où on en est. Il n'y a pas besoin de discuter 107 ans, j'allais dire. Il y a besoin de s'attaquer aux véritables problèmes. Le président, il dit on travaille autrement maintenant. Et il n'a pas changé de cap. Qu'il décide tout seul. Il n'a pas changé de cap, Isabelle Florennes. Il n'a pas... il y a eu un changement de méthode. Il y a eu un changement de méthode, une volonté de travailler davantage à un agenda des solutions, pour reprendre une expression, sur les questions d'emploi, de transition écologique, d'aide à la mobilité. Quand j'entends la ministre du Travail venir me parler de nouvelles concertations, enfin en tout cas qu'on allait reparler des freins à l'apprentissage alors que on l'a fait il y a à peine 2 ans, voilà, je me pose les questions si soit on nous écoute, mais je ne suis pas sûr qu'on nous entende. Nous croyons, nous les Républicains, que l'Europe est nécessaire, mais que pour qu'elle soit efficace, il faut la refonder en profondeur. Et cet enjeu est tellement important qu'il ne peut pas être réduit à un simple jeu de politique nationale. Ça correspond exactement à ce que je souhaitais, c'est-à-dire redonner de la hauteur à la politique. Voilà, quand on compare la déception qui est autour de Madame Loiseau et nous, au contraire, la fierté qui s'est construite tous ensemble. Voilà, moi je suis très heureux de ce qu'on est en train d'écrire. Il y a une interview qui est assez intéressante et qui a été reprise sur BFM d'Emmanuel Macron qui dit lui-même à ses troupes, il s'adresse à ses troupes et il dit si on sort affaibli du scrutin le 26 mai, on ne pourra pas mener les réformes qu'on veut mener. Très bien, il l'a dit lui-même, à nous de lui infliger cette sanction. Au moment où les nationalismes montent à nouveau en Europe, savoir que ce qui paraît anodin au début d'une histoire peut devenir dramatique par la suite et donc toujours garder en tête notre histoire pour regarder vers l'avenir. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il faut plus d'Europe. Et ça fait 20 ans qu'on n'a pas été capable de mener un projet de coopération face à la Chine et aux États-Unis. Et c'est pourquoi je veux une Europe des nations et des projets comme Airbus. Dans ces moments-là, il faut, et c'est une règle générale, rester calme. Rester calme et, comme disait mon adjudant, rester calme et boire frais. Voilà le Zap Matin qui résume ce qui s'est passé dans l'actualité politique et également chez nos confrères dans les autres matinales d'infos. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite. Bonne journée à tous. Au revoir.